Zaïre, les Belges sont partis, les para-français restent et tiennent Kolwezi. Ils partiront dès leur mission accomplie. Sommet franco-africain, Valéry Giscard d'Estaing, le oui de la France à la demande d'aide économique et militaire de l'Afrique. La sécurité sociale au Parlement, les 3 priorités de Simone Veil, aide à la famille, maîtrise des dépenses de santé, solidarité pour les personnes âgées. Les erreurs de transfusion sanguine, toujours graves, heureusement exceptionnelles, Martine Alain Renaud. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les bérets verts recherchent encore au Chaba 70 Français dont on est sans nouvelles. Les parachutistes ont retrouvé ce matin encore une vingtaine de femmes et d'enfants, tous français, terrés dans la brousse à quelques kilomètres de Kolwezi, dans un dénuement et dans une détresse morale que je vous laisse imaginer. Leurs pères et leurs époux avaient tous été massacrés. En tout, ce sont plus de 200 Européens qui ont trouvé la mort au Chaba, un chiffre auquel il faudra ajouter celui des disparus, plus de 150. Et jusqu'à présent, 2300 Européens auront été sauvés et rapatriés à Bruxelles et à Paris, dont 340 Français. Dans ces conditions et après le départ des para-belges que je vous annonçais hier dans le courant de ce journal, les troupes françaises de la Légion étrangère ont encore beaucoup de travail sur place. Les parachutistes belges ont donc quitté Kolwezi ce mardi et les 600 hommes du contingent français sont à l'heure qu'il est seuls dans la cité minière, à côté de quelques 400 militaires zaïrois. Pour les légionnaires français, les opérations se poursuivent. Opérations de recherche des survivants dans la savane, mais aussi opérations de sécurité dans la ville. Comme ici dans un quartier de Kolwezi, dont la population est soupçonnée de sympathiser avec les ex-gendarmes katangais. Des gendarmes katangais qui n'ont pas complètement disparu de la région puisque plusieurs accrochages ont eu lieu ces dernières 48 heures. Dans la ville, les para-français continuent également de rechercher les cadavres d'Européens et poursuivent les fouilles des villas pour s'assurer qu'il n'y a plus de blancs. Et puis, les légionnaires du 2e REP ont, au cours de leurs opérations, recueilli documents et renseignements qui ne laissent aucun doute. L'opération des rebelles était préparée minutieusement et depuis longtemps. Des documents qui permettraient aussi d'établir que les massacres ont commencé dès le début de l'invasion, le 14 mai au matin. À l'hôpital de Kolwezi, encore quelques Européens et ce petit garçon, seul, il n'oubliera jamais, toute sa famille a été massacrée. Oui, ce sont des images effectivement difficilement soutenables. Il faut ajouter à cela un point plus obscur. Un certain nombre de para-belges accusent les légionnaires français d'avoir tué des blancs, 5 en tout, ce que conteste vigoureusement le ministère de la Défense à Paris. Voilà donc pour les informations de la journée en provenance de là-bas. Mais tout à l'heure, à Versailles, à l'issue du sommet franco-africain, le président Giscard d'Estaing donnait des informations sur ce qu'allaient faire les troupes françaises au Chaba. Nous l'écoutons. Ceci, l'unité parachutiste qui a été envoyée à Kolwezi pour y assurer la protection des ressortissants étrangers va regagner sa base de départ. Comme je l'ai dit à la télévision le 18 mai, aussitôt qu'elle aura achevé sa mission en cours de recherche des personnes disparues ou emmenées en otage. Le gouvernement du Zaïre sera informé de la date et des modalités de son retour afin qu'il puisse en tirer les conséquences pour l'organisation de la sécurité de la région. Très vite, en effet, l'attention s'était déportée de Kinshasa vers Paris. Le général Mobutu avait en effet décidé, malgré les difficultés de son pays, d'être présent à la clôture du sommet franco-africain. Il est même arrivé, comme vous allez le voir, en tenue militaire. Vous voyez dans quelles conditions je vous arrive. J'étais au front, j'ai regagné la capitale Kinshasa hier. Et si je me trouve ici à Paris, c'est à la demande unanime de mes collègues chefs d'État et de gouvernement qui ont insisté pour que je vienne leur faire un exposé succinct sur la situation qui prévaut dans mon pays. Et j'en profite
pour remercier le peuple français tout entier pour son aide au peuple de mon pays, au peuple du Zaïre. M. Mobutu s'est tout de suite rendu à Versailles où la discussion roulait déjà beaucoup autour des événements du Zaïre. Devant ces agressions répétées dans plusieurs pays africains, le chef de l'État au Gabon, M. Omar Bongo, avait en effet demandé la création d'une organisation de sécurité collective, en quelque sorte une sorte de force armée africaine permanente. M. Bongo est cette année président de l'OUA, c'est-à-dire l'Organisation de l'Unité africaine. Et il y a quelques minutes, Valéry Giscard d'Estaing et l'Ivoirien Félix Houphouët-Boigny, au nom des 13 chefs d'État ou de gouvernement africains, résumaient pour la presse l'essentiel de leurs travaux. Nous tenons à ce que joue entre nous, pays africains, d'abord, une solidarité effective dans ce domaine. Nous avons déjà, au niveau de la CAO, organisé un pacte de défense contre toute éventuelle agression. Nous avons signé un pacte de non-agression au niveau de la CEDEAO. Et nous allons nous entendre avec nos frères de l'Afrique centrale de façon à élargir ce pacte de défense. Mais nous comptons sur l'appui de la France. Et nous ne sommes pas complexés, nous vous le disons honnêtement. Si les États européens membres de l'OTAN acceptent qu'en cas d'attaque, la puissante Amérique vienne à leur secours, et si les États de l'Europe orientale comptent sur la Russie pour assurer leur défense, il n'y a pas de raison que la France, fidèle à sa tradition, ne respecte pas les engagements que nous avons pris avec elle, à savoir venir à notre secours si nous étions agressés. Il faut tout faire pour que le tissu encore fragile de l'Afrique, et fragile en raison des conditions de développement de ce continent, ne soit pas cruellement déchiré par la rivalité des blocs. Et ceci, en réalité, pose deux problèmes. D'abord, comment renforcer ce tissu fragile de l'Afrique, et ensuite, comment éviter qu'il ne soit déchiré par cette rivalité. Sur le premier point, je vous dirais que l'initiative d'organiser la sécurité de l'Afrique doit être prise par les Africains. Et ce que j'ai noté avec beaucoup d'intérêt au cours de cette conférence, de la part du doyen, le président Houphouët-Boigny, de la part du président en exercice de l'OUA, c'est la volonté des États africains de réfléchir eux-mêmes d'abord, de prendre ensuite des initiatives pour organiser la sécurité de leur continent. Il faut ensuite que ce tissu fragile de l'Afrique soit renforcé par le développement, et c'est ici qu'apparaissent les grandes responsabilités de l'Europe et des pays industrialisés. Vous savez très bien qu'au cours des dernières années, l'aide à l'Afrique ne s'est pas développée dans la proportion où elle devait le faire, et que beaucoup des problèmes les plus pressants des populations restent encore à l'heure actuelle sans solution. Et c'est pourquoi, à côté de ces initiatives venant des États africains eux-mêmes, je pense que la responsabilité de l'Europe et des pays industrialisés, c'est d'apporter une aide nouvelle et de grande dimension au développement de l'Afrique. Et que si ces deux actions se développent en même temps, Africains et Européens travailleront ensemble à la paix et au progrès de l'Afrique. Voilà donc pour les déclarations qui ont clos ce sommet franco-africain, qui a évidemment pris un tout autre relief avec les événements du Zaïre. Je vous propose maintenant l'analyse d'ensemble de Bernard Benjamin, qui se trouve à Versailles. Je crois qu'il faut retenir une chose essentielle de ce sommet franco-africain, c'est la volonté du président Giscard d'Estaing de concrétiser son fameux slogan « L'Afrique aux Africains ». Il n'a pas été question pour le moment de la création d'une force africaine d'intervention, mais de toute évidence, la France encourage tous les pays africains à se regrouper pour assurer eux-mêmes leur propre sécurité. C'est-à-dire que l'intention y est, mais pour le moment, pas de concrétisation. Pour le reste, le dialogue Nord-Sud devrait être réactivé, l'aide de la France au Sahel devrait être accrue, mais au-delà de ces mesures, le grand absent à cette conférence aura sans doute été le général Mobutu. Il est passé cet après-midi ici à Versailles quelques minutes, mais il est très vite reparti. Il était très fatigué, m'ont dit certains diplomates zaïrois. Les répercussions internationales de ces événements africains dépassent le seul cadre français. Je faisais allusion hier soir à une violente attaque de l'agence TASS qui accusait les paras français et belges de faire régner la terreur au Katanga.
Eh bien, Louis de Guéringaud, le ministre des Affaires étrangères, a répondu vertement à Moscou en jugeant ces déclarations scandaleuses. L'agence TASS se trompe, a dit le Quai d'Orsay, ce sont plutôt les rebelles katangais, entraînés par les amis cubains de l'URSS, qui font régner là-bas la terreur. Antenne 2, pour sa part, a voulu obtenir des explications de la part des opposants au régime du président Mobutu, et c'est la raison pour laquelle Jacques Abouchard s'est rendu à Bruxelles pour y rencontrer l'un des responsables du FLNC, le Front National de Libération du Congo. Le mode de vie entre les populations étrangères et autochtones, à cause des marasmes économiques et social qui règnent, peut engendrer un certain règlement des comptes, mais ce ne sont pas les militants du FLNC qui l'ont fait. Monsieur Biondo, il y a quand même plusieurs centaines de morts européens et africains. Vous parlez de petits règlements de compte, c'est un véritable massacre. Si les massacres il y a, vous savez que la soldatesque moboutiste s'en est fait spécialiste de massacrer. Quand ils ne peuvent pas contenir une offensive quelconque, ils se livrent à ces petits règlements de compte. D'ailleurs, l'agence ASAP du gouvernement de Kinshasa l'a annoncé qu'ils ont arrêté quelques éléments de leur armée pour pouvoir les juger parce qu'ils se sont mal conduits. Voyez-vous que ce ne sont pas nos militants. Donc vous ne reconnaissez aucune participation dans ces massacres? Nous n'avons pas participé au massacre, du moins vous pouvez être d'accord avec moi. Je crois que quand il y a un combat, quand on se bat, comme dit un adage chez nous, que quand les deux éléphants se battent, c'est l'herbe qui en pâtisse. Oui, mais enfin des civils massacrés dans leur maison, des enfants égorgés, ça n'a rien à voir avec des opérations militaires. Si massacre il y a eu, c'était après le mercredi. Après le mercredi, nous nous sommes retirés déjà de la ville. On a laissé la ville parce que les paracommandos étaient parachutés. Donc, voyez-vous, cela ne peut être que l'œuvre des soldats de Mobutu et de la population civile, et pas les combattants du FLNC. Vous admettez que vos hommes ont emmené des otages européens? Nous n'avons pas amené des otages européens. Les gens que nous avons pu amener, ce sont des prisonniers de guerre. Et j'entends par là les militaires. Nous n'avons pas besoin d'otages. Les gens que nous détenons sont des militaires opérants. Militaires européens? Oui, européens opérants dans la région. Français, vous voulez dire? Français surtout, oui. Vous reconnaissez avoir des prisonniers français oui, militaires? nous en avons fait dès les premières heures. Aucun civil? Pas de civils, ça ne nous intéresse pas. Il reste que 70 civils français sont toujours disparus, je vous le disais tout à l'heure. Enfin, dernier dossier, dernier volet de ce dossier, les retombées en France. Georges Marchais, qui rentrait d'une semaine au Mexique, a souhaité prendre davantage connaissance des éléments de ce dossier avant de se prononcer, mais il a tout de même estimé que dans ce domaine, la majorité avait tendance à réaliser des interventions extrêmement dangereuses, je le cite, pour les intérêts de l'État. Le socialiste Charles Hernu, de son côté, qui participait au déjeuner offert par le chef de l'État au château de Versailles, a résumé la position de son parti. Oui à l'opération humanitaire, non à la poursuite de l'intervention. Une intervention que les députés RPR ont jugée tout à fait nécessaire. Le président de leur groupe, Claude Labbé, a rendu hommage à cette intervention. Et Jacques Chirac a ajouté qu'il fallait que le budget de la coopération franco-africaine soit doublé. Enfin, le député giscardien Emmanuel Hamel a demandé que les félicitations de l'Assemblée soient transmises aux parachutistes français intervenus au Zaïre pour protéger nos compatriotes. Voilà tout ce que nous pouvions dire ce soir encore sur les événements du Shabbat. Ils vont sans doute encore trouver leur prolongement demain en Conseil des ministres. Un conseil très très court puisque le chef de l'État doit s'envoler vers 11 h de Paris pour New York. Vous savez qu'il doit participer à l'ouverture de la session de l'ONU sur le désarmement. Et qu'Antenne 2 retransmettra son discours après-demain en direct à 16h30 heure de Paris. Que le même jour, donc jeudi, nous serons à New York pour vous présenter un journal en direct de l'ONU avec une interview du président de la République. Et qu'enfin la veille, la rédaction vous présentera un magazine dont le titre dit bien ce qu'il veut dire, Halte à l'Apocalypse. Un magazine entièrement consacré au désarmement. Et si nous avons tant mis l'accent sur ce dossier, Jean-Pierre Gabache, c'est qu'il est de première importance. C'est un choix effectivement que nous avons fait avec le président Maurice Ulrich, car il s'agit d'un événement et pour 3 raisons. Diplomatique, le président Giscard d'Estaing à la tribune des Nations Unies, c'est d'abord un tournant. La France s'est abstenue pendant près de 20 ans de participer à des discussions sur le désarmement à Genève ou à Vienne, car les Américains et les Soviétiques y défendaient surtout leurs privilèges et continuaient de s'armer en évoquant le désarmement. La France joue le tiers-monde et la paix. Les Nations Unies peuvent servir de large forum pour la doctrine et les nouvelles idées françaises. Par exemple, la création d'une agence mondiale de satellites de contrôle qui servirait à tous, c'est assez bien accueilli, et d'une sorte d'impôt sur le surarmement qui servirait à financer l'aide au développement. La deuxième raison est d'ordre intérieur. Le désarmement, option importante de la politique de défense et de la politique étrangère, prend peu à peu sa vraie dimension
dans le débat politique français. Les socialistes, vous le savez, n'approuvent pas, mais ils discutent et participent à travers M. Jean-Pierre Cotte, que vous entendrez jeudi avec nous de New York. Les communistes, eux, publient un mémorandum pour rappeler leurs idées. Enfin, Antenne 2 est à New York pour une raison morale. Les guerres et les morts dont nous parlons tous les jours nous encouragent en quelque sorte à aller à l'essentiel. Comment, non pas supprimer les armes, nous ne sommes pas des rêveurs, nous savons que chacun et chaque nation a droit à sa sécurité, mais comment réduire les dépenses militaires. Chaque année, le monde dépense 15 fois plus pour les armes que pour vaincre la maladie, la pauvreté ou la sécheresse au Sahel, par exemple. Écoutez, je suis avec vous depuis à peu près une minute. Le monde a dépensé pendant 7 minutes 5 millions de francs. Et cela, chaque heure, chaque jour. Deuxième tête de chapitre ce soir, la préparation de la Coupe du Monde en Argentine. Préparation qui est loin de n'être que sportive, puisque Michel Hidalgo, l'entraîneur de l'équipe de France, a été victime ce matin d'une agression. Une agression qui ressemble même à une tentative d'enlèvement et qui serait de caractère politique selon les enquêteurs. Je résume. Michel Hidalgo venait de quitter son domicile de Saint-Savin-de-Blaye pour gagner Bordeaux. Un véhicule lui fait une queue de poisson. 3 hommes, dont l'un au moins était armé, essaient d'entraîner le patron de l'équipe de France dans un endroit retiré, mais Hidalgo réussit à désarmer l'homme au pistolet, à tenir ses agresseurs en respect et à gagner la gendarmerie de Saint-André-de-Cubzac. Tout cela à la veille de quitter Paris pour l'Argentine, car le grand départ de l'équipe est pour demain. Et c'est donc un Michel Hidalgo assez écœuré qu'a rencontré tout à l'heure Hervé Dutu. Quand je pense à la joie qu'on se faisait le 16 novembre, je pense qu'il y a quelque chose de cassé et personnellement je le regrette beaucoup. La Coupe du Monde n'est plus ce qu'elle était? Elle ne représente plus pour moi ce qu'elle était il y a encore peu de temps, mais je dis bien c'est une impression personnelle et pour cause. Vous avez eu peur, j'imagine. À un moment, avez-vous envisagé de renoncer à aller en Argentine? Oui, j'ai eu un moment de doute parce que je pensais à ma famille. Mais j'ai pensé après aux joueurs et je pense que quand je vais me retrouver au milieu d'eux, ça ira mieux. Michel Hidalgo venait d'accorder une interview au Monde dans laquelle il indiquait que l'équipe de France s'efforcerait d'obtenir des nouvelles des 22 Français détenus ou disparus en Argentine. Il répondait ainsi aux souhaits des parents et amis de ces 22 Français qui avaient proposé aux 22 joueurs de l'équipe de France de servir en quelque sorte de double morale à ces disparus. Sœur Alice et Sœur Léonie, disparues le 10 décembre 1977 à Buenos Aires. Marcel Amiel, mécanicien, disparu le 9 février 1977 à Mendoza. Robert Boudet, cadre, disparu le 24 octobre 1976 à Buenos Aires. Jean-Yves Claudet, étudiant, disparu le 31 octobre 1975 à Buenos Aires. Françoise Dautier, mère de famille, disparue le 21 octobre 1977 à Espeleta. Pierre Carivingue, tanneur, disparu le 5 mai 1975 à Buenos Aires. Et aussi Maurice Gégère, journaliste, Georges Després, retraité, Marianne Hérise, étudiante. Enfin, Yves Domergue, étudiant, le 11e disparu, enlevé le 20 septembre 1976 à Rosario. Son père raconte. Bien, nous avons vécu pendant 15 ans en Argentine et nous l'avons quitté en 1974. À ce moment-là, mon fils aîné, qui était en train de faire ses études d'ingénieur, est resté pour terminer à la faculté de Buenos Aires. Et nous avons appris que le 20 septembre 1976, il était à ce moment-là dans la ville de Rosario, et il a écrit à Buenos Aires qu'il rentrait à Buenos Aires. Depuis, on n'a plus eu de nouvelles directes de lui. Immédiatement, j'ai pris contact avec l'ambassade de France à Buenos Aires. J'ai même été directement là-bas pour faire toutes les démarches de recherche officielles auprès du gouvernement argentin. Et après mon retour, en décembre 1976, j'ai reçu une lettre anonyme qui me prévenait que mon fils avait été pris dans les rues de Rosario par une patrouille militaire et emmené dans une caserne, le bataillon 121 de communication, où il avait été torturé et où il était encore vivant au moment où la lettre avait été écrite. C'est la seule nouvelle que j'ai pu avoir depuis sa disparition. On pensait même qu'il était mort à ce moment-là. Et on a été soulagés en un sens parce qu'on a appris qu'il était vivant au moins le 5 décembre, parce que la lettre était datée du 5 décembre 1976. Et
Alors on a eu un peu d'espoir, le jour même, le soir même, on a téléphoné à l'ambassade de France en Argentine. Ils ont dit, ah, maintenant qu'on sait où il est, on va pouvoir agir. Et a priori, leur action n'a eu aucun résultat. Et depuis, c'est l'angoisse avec des périodes d'espoir assez maigres et de désespoir beaucoup plus prolongées. On voudrait, au moins comme tous les parents qui sont dans ce cas-là, savoir s'il est mort ou vivant. C'est une angoisse horrible pour des parents, et pour des frères et sœurs aussi, évidemment. « 11 disparus, 11 détenus. Leurs parents et leurs amis demandent aux 22 joueurs ou remplaçants de l'équipe de France de penser à eux. » Il faut savoir aussi qu'en Argentine, 18 000 personnes sont détenues ou ont disparu depuis plusieurs mois. J'ajoute enfin que l'un de nos confrères, Jean-Pierre Clerc, envoyé spécial du journal Le Monde, a été arrêté hier pendant quelques heures à Buenos Aires. Les policiers argentins lui reprochaient de posséder des documents subversifs ou de nature à nuire à l'Argentine. L'Union nationale des syndicats de journalistes a élevé une très vive protestation. 53 orateurs inscrits, un débat qui va se terminer dans la nuit. La sécurité sociale passionne tous les Français et leurs représentants à l'Assemblée. Mais avant de savoir ce qui s'est dit cet après-midi au Palais Bourbon, je vous propose, avec Laurence Graffin et Jacques Tourneur, de mieux comprendre le fond du dossier. Tous les mois, M. Dupont peut voir sur sa feuille de paie qu'un prélèvement de 6,45% a été fait pour la sécurité sociale. Quant à l'entreprise qu'il emploie, elle verse pour lui 27,65% de son salaire. À quoi sert cet argent? M. Dupont a souvent l'occasion de le voir. Lors de la naissance de ses enfants, lorsqu'il prend le médicament prescrit par son médecin, l'autre jour lorsqu'il s'est fait bousculer par une voiture en allant à son travail, l'été prochain lorsque ses enfants partiront en colonie de vacances, et puis dans quelques années lorsqu'il prendra sa retraite. Comme presque tous les Français versent de l'argent à la sécurité sociale et en reçoivent, cela représente un budget énorme, 300 milliards de francs, presque autant que le budget de l'État qui est de 350 milliards. La sécurité sociale, c'est donc une partie importante des dépenses sociales de la France. Mais du fait de sa taille, de tous les risques qu'elle a à couvrir, c'est un organisme très compliqué, d'autant plus qu'elle s'est créée petit à petit, en juxtaposant de nombreux régimes. Les salariés, les travailleurs indépendants, les agriculteurs, les mineurs, les cheminots, etc. Et puis aussi qu'elle est formée de 4 branches. L'assurance maladie, la vieillesse, les prestations familiales, les accidents du travail, en principe séparés, mais qui en fait sont souvent appelés à jouer les vases communicants lorsque l'une d'entre elles a un déficit. La sécurité sociale peut-elle être plus simple, plus humaine, couvrir plus parfaitement les risques, s'adapter à une évolution démographique qui fait que peut-être un jour moins de personnes jeunes auront à cotiser pour plus de personnes retraitées? Même s'ils ne sont pas simples, ces problèmes, comme beaucoup d'autres, se discutent actuellement et touchent de très près les Français. Alors tout à l'heure, à la tribune de l'Assemblée, le ministre de la Santé et de la Famille, Mme Simone Veil, a annoncé qu'il n'y aurait pas de hausse du taux de cotisation sur les salaires pendant encore 2 ans. Et elle s'est donné 3 priorités: maîtriser les dépenses de santé, favoriser la famille, assumer la solidarité en faveur des personnes âgées. Et pour Mme Veil, il s'agit maintenant de s'occuper d'abord des plus défavorisés. Des améliorations considérables ont été apportées au cours des années récentes à notre système de sécurité sociale et pour la plupart, les Français bénéficient aujourd'hui d'une protection efficace. Mais il reste néanmoins, pour les plus défavorisés, des progrès accomplis. Je pense ici à toutes celles et ceux, veuves, invalides, accidentés, qui sont les plus exposés aux risques sociaux, mais aussi les moins bien couverts, car privés d'un revenu professionnel permanent. C'est à mon sens vers eux que doit maintenant se porter notre attention. Léger excédent du commerce extérieur pour le mois d'avril, 692 millions de francs. Le ministre Jean-François Degnaud estime que pour cette année, on sera très voisin de l'équilibre. Ce serait un gros progrès par rapport à 77. Jacques Marosilli, candidat malheureux à la présidence des radicaux de gauche face à Michel Crépeau, crée un groupe de vigilance au sein du MRG. Il se méfie de la ligne politique que suivra le maire de La Rochelle. Un accord de coopération entre la France et la Corée du Sud sur l'assemblage de 2000 voitures Peugeot par an en Corée. Peugeot est le premier constructeur français à s'implanter là-bas.
Les salariés du groupe Terrain ont repris le travail ce matin. Hier soir, le personnel du chantier de réparation navale a en effet accepté de mettre fin à une grève de 26 jours. Le vote entérine donc d'une certaine façon les 825 licenciements qui prendront la forme de 325 départs en pré-retraite et de 500 licenciements pour cause économique. Puis je vous rappelle que Akram Mogé, l'homme d'affaires saoudien, était revenu sur son démenti en laissant entendre qu'une prise de participation restait à envisager. Le prix Nobel de l'agriculture sera attribué demain à 2 Français, 2 exploitants dauphinois. En fait, ce n'est pas le jury suédois qui l'attribuera, et cette récompense s'appelle plus exactement le prix de la fondation Justus von Liebig. Mais cela n'enlève rien au mérite des lauréats français qui recevront demain, donc à Hambourg, ce prix qui consacrait un travail de 22 ans. Le domaine de Boulieu-Vernet s'étend sur 400 hectares dans le nord de l'Isère, entre Lyon et Grenoble. 8 étables géantes, propres et claires, une salle de traite laboratoire où 2 fois par jour les 750 vaches de l'élevage, des Holstein canadiennes, les plus performantes du monde, passent par groupe de 40. Un atelier où est préparée l'alimentation, acheminée vers les étables sur tapis roulant, des silos de 30 mètres de haut, les 10 000 litres de lait produits par jour, pasteurisés à la ferme. Ici, tout est d'une autre dimension. Et pourtant, en 1956, à la reprise de l'exploitation, des parents, les 8 vaches de l'élevage n'offrent aucune perspective. Édouard Reboton et son beau-frère François Ravier refusent de vivoter. Ils achètent le domaine de Boulieu, dont les 9/10 sont en friche et sans dette. Mais l'idée de la ferme pilote est née. Inutile de vous dire 22 ans que pour après, nous, ça a été ils en une recueillent grande les joie fruits. quand on a su qu'avec M. Ravier, nous étions les lauréats de 1978. Il va de soi que lorsqu'on reçoit un tel prix, on est obligé de penser à toute l'équipe qui nous a permis d'obtenir ce prix. Et que sans cette équipe, il est certain que tout seul, on ne fait pas grand-chose. Or, Boulieu est avant tout un travail d'équipe. Un travail d'équipe, en effet. Ici, 31 personnes travaillent à plein temps sur ce que l'on pourrait appeler une véritable entreprise. Mais Édouard Reboton et François Ravier vont encore plus loin. Ils ont conclu un contrat de 176 millions de dollars avec l'Iran pour la livraison d'un complexe laitier semblable au leur. Et ils concluent, c'est dans cette mesure que l'agriculture est le pétrole de la France. Découverte d'une charge explosive au Palais des Festivals à Cannes. La charge a été détruite par un artificier sur la plage de la Croisette, pendant que continuait de se dérouler la projection d'un film. Une jeune femme est morte après une transfusion. Il y a 2 mois et demi, Madame Annie Gros a accouché par césarienne d'une petite fille. Comme elle souffre et qu'une forte fièvre persiste, une intervention chirurgicale est à nouveau décidée. Et c'est le drame, une erreur de transfusion sanguine. La jeune femme, qui est du groupe O négatif, a reçu du sang du groupe A positif. Elle sombre rapidement dans un coma qui se prolongera 15 jours et qui se terminera aujourd'hui, puisque je vous l'ai dit, la jeune femme est morte. Alors, Martine Alain-Regnault, est-ce que c'est le genre d'accident qui arrive souvent? Non. C'est rarissime. Il y a 4 millions de transfusions par an et c'est vraiment l'exception. On les compte presque sur les doigts de la main. Peut-être un peu plus qu'on ne l'avoue, mais ça reste exceptionnel. Mais il faut bien dire que c'est une opération toujours risquée parce qu'il y a des manipulations, des confusions de personnes, des manipulations de dossiers, d'étiquettes et qu'une confusion est toujours possible. Alors pourquoi ça arrive d'abord et pourquoi c'est grave? Alors ça arrive parce que justement on a confondu 2 tubes, 2 étiquettes, 2 personnes, 2 identités. Alors ce qui se passe, c'est lorsque vous avez un sang qui n'est pas de votre groupe, à ce moment-là, vous avez des agglutinations, les globules rouges s'agglutinent les uns aux autres, et votre rein peut se bloquer, votre cerveau peut être altéré, car le sang circule mal, ou même plus du tout, et ça peut être la mort, mais si c'est pris à temps, ça peut être moins grave. Voilà. Alors je voudrais quand même vous dire Oui. que selon que la personne est consciente ou inconsciente, c'est plus ou moins grave. Quand la personne transfusée est consciente, elle prévient qu'elle a mal et elle signale elle-même le danger. S'il est sur la salle d'opération, on continue à transfuser parce qu'elle est en état d'anémie et on aggrave bien entendu le résultat. Alors que faire pour éviter? Alors il n'y a qu'une solution, c'est respecter les groupes sanguins. Mais personne n'est jamais sûr de les respecter. On fait tout ce qu'on peut, mais rien n'est sûr. Alors une circulaire du ministère est intervenue il y a déjà une dizaine d'années. Il faut vraiment la respecter parce que cette circulaire demande qu'au chevet du malade, on fasse un dernier contrôle. Et pour cela, il y a un moyen, c'est qu'il existe des tests très faciles, soit avec du sérum sec, comme c'est le cas ici sur ce flacon, ou soit à l'aide de ces 2 petits flacons qui comportent du sérum liquide. Vous avez d'un côté le sang du donneur et de l'autre le sang du receveur. Alors, vous prenez le sang au moment même de l'intervention de celui-ci et vous le portez là. Vous prenez le sang du malade, vous le portez là et vous devez trouver les mêmes tests.
Si vous avez les mêmes tests, ça veut dire que le sang est compatible et à ce moment-là, il ne se passe rien. Malheureusement, de temps en temps, ça n'est pas effectué, alors ça se traduit par deux mots, rigueur et information du personnel de santé. Bien, la dernière page de notre journal avec la météo, la France était coupée en deux zones aujourd'hui, moitié est, des pluies le matin, des éclaircies l'après-midi, moitié est et ouest, un temps brumeux suivi de rares éclaircies, et vous le constatez, les températures étaient plutôt basses pour la saison. Pour demain, des Ardennes aux Alpes du Nord, averse le matin, suivi d'éclaircies, des Pyrénées aux Alpes du Sud et à la Corse, un ciel très nuageux avec des pluies passagères. Sur les autres régions, eh bien, temps brumeux le matin, suivi de périodes ensoleillées assez belles. Voilà, je voulais vous dire à ce stade du journal, il est 20h30, qu'un certain nombre de téléspectateurs nous ont téléphoné après les images assez bouleversantes que nous avons vues en tout début de journal, vers 20h02 à peu près, et que vous allez revoir. C'est l'image de ce petit garçon qui est perdu, abandonné visiblement de ses parents. Et ce sont des images que nous a transmis un reportage de la télévision anglaise. Alors il est bien évident qu'un certain nombre de téléspectateurs téléphonent pour essayer d'adopter cet enfant, que nous allons tout mettre en œuvre pour essayer de vous mettre en rapport avec les organisations concernées, et que je remercie d'ores et déjà, j'en suis assez ému, tous les téléspectateurs qui ont téléphoné, car je reconnais que cette image était assez bouleversante. Voilà, après les dossiers de l'écran, vers 23h30, Hervé Claude vous présentera le dernier journal. Je vous souhaite une excellente fin de soirée, et puis j'espère vous retrouver jeudi en direct de New York, puisque demain, donc, je ne serai pas là, et c'est Patrick Lecoq qui sera là à ma place. Bonsoir à tous, et à bientôt.